Bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeudi Pro. Cette semaine, nous allons aborder la souveraineté numérique, un sujet qui se trouve au cœur de nombreux débats européens. C'est un enjeu à la fois politique et économique, mais aussi culturel et démocratique. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Jean-Marie Cavada, spécialiste de ces questions de souveraineté numérique. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à vous tous. Nous sommes aussi avec Marco Mosca, rédacteur en chef de Numérique. Bonjour Marco. Bonjour. Alors Jean-Marie Cavada, vous êtes un ancien journaliste, grande figure du paysage médiatique français. Vous avez été député européen jusqu'en 2019 et êtes président du mouvement Génération Citoyen depuis 2015. Aujourd'hui, vous présidez l'Institut des droits fondamentaux numériques que vous avez fondé en 2020, l'année dernière. Est-ce que c'est un bon résumé de votre vaste carrière en quelques lignes ? Il est suffisamment étoffé pour qu'on passe au vrai du sujet. Mais il vous en manque les 9 dixièmes, je vous dis. Bien sûr, j'imagine bien. On fera une autre émission sur vous, si vous le voulez bien. Pour commencer, qu'est-ce que l'Institut des droits fondamentaux numériques, ou IDF Rights en anglais, que vous présidez, que vous avez, qu'est-ce qui vous a mené à le fonder ? Très rapidement, j'ai accompli 3 mandats de 5 ans, donc 15 ans au Parlement européen, et plus généralement orienté vers la défense des libertés. J'ai présidé la Commission des libertés civiles, vers la culture, et vers, naturellement, la régulation des industries numériques, de façon à ce qu'elles rentrent dans les principes que l'Europe a bâti pour vivre ensemble. Quand j'ai fait ça, notamment le RGPD avec des amis, notamment quand on a fait voter le droit d'auteur pour la répartition de la ressource pour les créateurs artistiques, puis le droit voisin pour la répartition de la richesse pour les entreprises de presse qui sont dans un très sale état en France, et d'ailleurs pas qu'en France, eh bien je me suis aperçu qu'on avait très bien travaillé, on était sans doute des héros, sauf il n'y a que ma grand-mère qui le sait, mais c'était un tout petit bout du chemin parce que se pose de façon massive la question de la régulation dans 3 domaines que je vais vous dire et qui est d'ailleurs le sujet de vos préoccupations. Le premier, c'est le respect des libertés individuelles et collectives, c'est-à-dire la Charte des droits fondamentaux qui unit les Européens. Le deuxième sujet, c'est le respect des entreprises économiques et de façon à bâtir une souveraineté, c'est-à-dire le respect des règles du marché. Sur chacun de ces sujets, les GAFAM, pour faire rapide, ou bien les BATX, mais surtout les GAFAM, ne respectent pas ces règles, il faut donc les faire rentrer dedans. Et puis le troisième sujet, c'est quelque chose qui touche à l'organisation industrielle, c'est-à-dire il faut générer en Europe des capacités d'investissement pour que tous les gens qui ont du talent, et qu'on trouve aujourd'hui les ingénieurs mathématiciens, tout ça, dont la France regorge, Bien sûr. Mais ils sont en Californie, quelques-uns même en Chine, eh bien, il faut que ces gens puissent trouver l'argent pour développer leurs projets et bâtir une souveraineté numérique. Alors, on a décidé de construire un institut, et je termine, qui comporte 3 populations, des juristes universitaires ou bien des grands cabinets spécialisés dans le numérique, qui comporte des technologues, c'est-à-dire des jeunes pousses qui tous ont accepté la Charte des droits fondamentaux et le RGPD, le Règlement général de protection des données, qui protège votre vie, et troisième population, des personnalités morales, parce que tout ça ne sont que des outils. Le but, c'est de faire en sorte que ça ne sape ni les libertés, ni la démocratie. C'est pas compliqué de se prendre de front comme ça les GAFAM sur ces thématiques. Est-ce que vous parvenez à finalement faire face à de tels mastodontes ? Écoutez, ça aurait été compliqué et ça m'aurait fait peur, éventuellement, si je n'avais pas déjà subi l'énorme charge, non seulement de lobby de ces grosses entreprises qui dépensent des dizaines et des dizaines, voire des centaines de millions d'euros sur le territoire européen pour essayer de contrer le législateur, d'empêcher le législateur de faire ce qui est bon pour l'ensemble de la population, mais qui en effet donne des obligations nouvelles aux entreprises américaines pour l'instant, essentiellement. Mais on a eu tout. On a eu une débauche d'argent, on a eu une débauche de mensonges, on a carbonisé nos ordinateurs, 7000 messages en une nuit au Parlement européen, j'avais plus d'ordinateur, le président du Parlement non plus, enfin bref. Et surtout même, j'ai eu des menaces. Et c'est là où je me suis décidé que je ne les lâcherai plus. Parce que rien n'est supérieur aux libertés, d'une part, de chacun d'entre nous, ou collectivement, ce qu'on appelle la démocratie, ou bien à la souveraineté économique dont les Européens ont besoin pour être nous-mêmes. Les États-Unis, c'est les États-Unis. L'Europe, c'est l'Europe. La Chine, c'est la Chine. Et par conséquent, pour être de bons alliés ou de bons partenaires, il faut d'abord qu'on soit nous-mêmes et non pas vassalisés, ce qui est le cas actuellement.
Est-ce qu'il ne faudrait pas des mesures pour limiter le lobbying des GAFAM en Europe, auprès de Bruxelles notamment? Si j'étais membre de la Commission européenne, c'est certain que j'aurais déjà édité un cahier des charges pour opérer en Europe en matière de lobbying, parce que c'est tout à fait excessif. Actuellement, à nouveau, il y a une débauche. Vous avez probablement vu que depuis le début de la semaine du 21 juin, Zuckerberg, c'est-à-dire Facebook, a envoyé en Europe pour essayer de circonvenir les députés, pour les faire faiblir, pour essayer comment dirais-je, d'arranger leur bidon, alors que la Commission européenne propose au Conseil et au Parlement, les trois institutions, deux textes fondamentaux qui sont arrivés sur la table le 15 décembre, le DSA, la régulation des services, et le DMA, la régulation du marché. Évidemment, les GAFAM, Google en tête, Google après Facebook, et on verra bientôt arriver Apple. D'ailleurs, Tim Cook s'est déjà exprimé la semaine dernière en prétendant des choses qui sont tout à fait absurdes. La régulation ne peut pas être la mort de qui que ce soit. La mort, c'est si on laisse faire. Puisque la puissance financière, agrégée par ces mastodontes, menace jusque et y compris des éléments de souveraineté nationale. Est-ce qu'on n'a pas vu Zuckerberg vouloir faire une monnaie? Heureusement que la Banque Centrale Européenne et les banques nationales se sont élevées contre ça, mais il y a quelque chose de totalement déraisonnable. Je ne suis pas contre le numérique, je suis contre l'usage que le capitalisme californien fait actuellement du numérique contre les libertés, contre l'économie, contre les souverainetés. Prenons le cas concret du cloud. Le cloud est entre les mains des GAFAM, principalement Amazon, Google et Microsoft. Du coup, quand on voit par exemple que LVMH annonce faire appel à Google pour son cloud, est-ce que finalement c'est pas le signal d'un échec du cloud à l'européenne? Pour l'instant, le cloud européen n'est pas encore réellement sur pied. Au moins 80% des sociétés françaises du CAC 40 ont leurs données en Californie. En Californie ou dans des pays européens, mais dans lesquels, en vertu d'une disposition de 2018 signée par un décret de Trump, les services administratifs et notamment de renseignement américains peuvent venir fouiller vos données où que vous soyez localisé dans le monde dès l'instant que vous opérez sur une technologie ou des machines américaines. Le Cloud Act américain. Le fameux Cloud Act, qui est un danger absolu, qui est d'ailleurs totalement inadmissible. Je suis même étonné que les Européens ne soient pas plus sévères sur ce sujet dans les discussions, mais récemment lors du G7 avec Biden. Est-ce que nous, on va fouiller dans les données de M. Biden, de sa famille, de M. Trump, de leur famille, ou de toute la noria des milliardaires américains du net et de personnes d'ailleurs? Non. Nos lois ont pour but de nous protéger, pas d'aller mettre notre nez. Or là, vous voyez bien qu'il y a une sorte d'impérialisme implicite. C'est un mot qui est passé de mode, mais en réalité, c'est ça. Nous sommes vassalisés et à la merci. Pourquoi c'est très grave? Pour deux raisons. Parce que, d'abord, tous les individus sont tracés. Et la deuxième raison, c'est que les entreprises, elles sont espionnées. Les banques françaises ont leurs données qui sont consultables par les services américains. Et toutes les entreprises, on a bien vu les aventures avec Alstom, bref, vous savez tout ça. Par conséquent, nous devons, ça n'est pas une hostilité. Nous sommes transatlantiques alliés, mais nous devons être chez nous et nous devons être respectés comme chez nous. Pour l'instant, le cloud européen n'existe pas vraiment. Et d'ailleurs, les solutions qui ont été proposées récemment, c'est-à-dire le constat qu'on n'avait pas la dimension d'un cloud pour abriter toutes les données personnelles, administratives et économiques des Européens, ça aboutit à une sorte de compromis qu'on appelle le cloud de confiance. Sauf que tous les juristes que j'ai consultés ne peuvent pas me garantir que la loi européenne, c'est-à-dire la défense des libertés et donc de transmettre des données à tort et à travers, qu'elle ne sera pas respectée. On ne peut pas garantir dès l'instant qu'on achète des technologies américaines. Justement, un des points de cette stratégie nationale pour le cloud, c'est le label de confiance, qui permet, qui est censé assurer une sécurisation juridique et technique des entreprises et aussi des administrations françaises. Bruno Le Maire avait clarifié que ce label ne sera accordé qu'aux entreprises européennes et possédées par des Européens qui ont leurs serveurs en France. Il a aussi garanti une indépendance totale par rapport aux lois américaines, donc le Cloud Act. Donc vous dites que les juristes que vous avez consultés
estime que ce label de confiance ne pourra pas se superposer au Cloud Act, en somme. Alors, personne ne peut garantir que le Cloud Act américain sera neutralisé par cette question du label de confiance. Je conçois d'ailleurs, le gouvernement est dans une sorte de cul-de-sac dans cette affaire. On n'a pas les entreprises dont nous aurions besoin pour héberger les données, on n'a pas les clouds nécessaires. Les plus importants, c'est OVH en France, par exemple, mais il y a Scaleway aussi, il y en a beaucoup d'autres. Orange, hein. Vous les connaissez bien mieux que moi d'ailleurs, si je vous lis tous les jours, c'est ce que je constate. Et personne ne peut garantir que juridiquement, nous sommes en état de nous protéger et d'entamer des procès ou des choses comme ça si jamais on était spolié. Parce que le Cloud Act, encore une fois, n'est pas du tout clair sur la vente de technologie à des pays tiers, dès l'instant que c'est une technologie américaine. Et je préfère prendre la position la plus radicale, ne pas avoir confiance jusqu'à ce qu'on puisse trouver l'instrument. Il faut dire aussi à ceux qui vous écoutent et vous regardent que nous avons deux difficultés. Il y a celle-là, le flou juridique qui ne nous protège apparemment pas suffisamment de, je dirais, la curiosité intrusive des services américains. Ou chinois un jour. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que sous l'effet d'une plainte déposée par un avocat autrichien qui s'appelle M. Max Schrems, que vous connaissez sans doute, il y a bientôt un an, le 20 juillet 2020, la Cour de justice européenne, de l'Union européenne, qui est l'instrument qui dit le droit, elle a invalidé la négociation qui avait eu lieu entre les Européens et les Américains pour que l'on puisse donner en sécurité, pensait-on, qu'on puisse transférer les données des Européens sur des machines américaines aux États-Unis, et qui s'appelle le bouclier, Shield, le fameux Privacy Shield, le bouclier privé de la privacy. Et donc aujourd'hui, il y a un énorme vide juridique d'une part, et il y a une suspicion d'intrusion, même avec le cloud de confiance, il faut résoudre ça. Par-dessus le marché, par-dessus tout. Ce qu'il faut maintenant, et j'incite le gouvernement et l'Union européenne vraiment à en faire la priorité des priorités, c'est qu'il faut construire des instruments financiers d'investissement suffisants pour que nos technologues français, allemands, enfin européens, puissent développer chez nous les entreprises dont on a besoin pour abriter nos données et pour ne plus être vassalisés, donc pillés, donc soumis. Est-ce qu'on a encore les moyens financiers face aux mastodontes ? Est-ce qu'on c'est pas trop tard finalement ? C'est une bonne question parce que est-ce qu'on a encore les moyens financiers ? On les trouve. Bon, vous allez me dire qu'on est quand même, on s'est endetté avec la pandémie. Vous savez, les deux pays les plus endettés au monde s'appellent le Japon, qui a quelque chose comme 140 ou 150% de déficit par rapport au PIB, et puis les États-Unis eux-mêmes. Alors vous allez me dire que les États-Unis ont une armée. Et donc le dollar est une sorte de représentation de permanence de confiance. Mais les Européens, qui n'ont pas réellement d'armée en effet, qui n'ont pas réellement de défense, ont une monnaie extrêmement solide. Et par conséquent, je pense qu'ils peuvent emprunter. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faudra trouver des fonds de pension, qui est le grand instrument d'investissement à travers le monde actuellement, vous le savez, pour en Europe, sur tel ou tel chapitre de l'activité humaine ou économique ou sociale, pour qu'on puisse avoir des fonds qui soient mobilisables pour investir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire trouver, je dirais, une caisse d'épargne européenne ou nationale énorme qui garantit notre avenir par la création d'entreprises qui vont faire travailler les jeunes générations, vous, vos enfants, et surtout, qui fera que nous ne sommes plus soumis. Il y a deux problèmes importants. C'est la souveraineté numérique européenne, ça va prendre du temps. Et puis aussi, je dirais, la mobilisation des produits de base dont on a besoin, notamment les microprocesseurs, pour lesquels nous serons, pour une deuxième point, dépendants des États-Unis aujourd'hui, ou peut-être de la Chine. Qu'est-ce que vous pensez du fait de séparer les activités de ces géants du cloud américain en Europe ? Il y avait un récent rapport du cabinet KPMG qui proposait 5 scénarios pour un cloud souverain européen. C'était un des scénarios suggérés de vraiment séparer, créer des entités distinctes en Europe pour ces géants. Alors d'abord, j'en pense du bien. J'ai vu passer ce rapport, dont je pense aussi qu'il est intelligent et très utile. Ça, c'est tout à fait clair. Et je pense que maintenant, il faut arrêter un peu de tourner autour du pot-au-feu comme le fumet quand on lève le couvercle. Ça suffit. Il faut prendre des décisions. Dans le DMA, proposition de la Commission du 15 décembre à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire régulation du marché, dans le DMA, Mme Vestager, vice-présidente de la Commission, met sur la table des propositions de régulation, de respect des règles économiques en Europe extrêmement sévères qui peuvent aller jusqu'au démantèlement. J'en pense beaucoup de bien, parce que quand elle a dit ça, Biden n'était pas encore au pouvoir,
Mais vous avez vu que les Américains, quand ils sont arrivés fin janvier au pouvoir, un mois plus tard, ils ont nommé 2 personnes, dont une que je connais, qui sont remarquables. Madame Lina Khan, 33 ans, qui a fait toute sa carrière à Harvard sur la base de « il faut démanteler les trusts ». Il faut en effet démanteler les trusts, il faut qu'Amazon ne fasse qu'un métier, que Google ne fasse qu'un métier, et que les autres métiers que ces gens-là ont agglomérés, comme Google, comme Facebook qui vient faire le malin en Europe en disant que on allait empêcher les jeunes pousses de se développer, c'est pas en coupant les ailes des Américains qu'on fera grandir les Européens, a dit monsieur Clegg, que je connais bien, puisqu'il a été vice-premier ministre britannique et que je l'ai invité plusieurs fois en France. Je l'ai connu meilleur européen que ça. Bon, vous me direz que l'argent, c'est l'argent, mais quand même, ça ne fait pas une vertu, ça, comme disaient les Romains au moment de l'effondrement de leur empire, il y a maintenant 2000 ans. Tout ça pour dire la chose suivante, c'est que le démantèlement que brandit Mme Lina Khan et que confirme M. Wu, conseiller personnel de Joe Biden à la Maison-Blanche, qui lui aussi est un partisan du démantèlement, c'est une nécessité. Il faut que la concurrence s'exerce sur les métiers connexes. Je pense qu'il faut qu'on soit nous-mêmes et qu'on prenne des règles très strictes. Après, nous serons de bons partenaires. Auparavant, la méfiance s'impose. Et je dis souvent, et c'est vrai pour les utilisateurs, parce que le numérique est quand même un outil extraordinaire dont on ne saurait plus se passer. Il a d'ailleurs complètement transformé l'économie. C'est en train de se faire, vous le savez bien mieux que moi. Mais je ne veux pas être le smartphone de mon smartphone. Je veux que mon smartphone reste un outil. Je veux que ma tablette reste un outil. Mon ordinateur reste un outil. Je veux qu'on empêche et qu'on punisse sévèrement, y compris jusqu'à la prison, ceux qui se serviraient de transfert de données personnelles pour faire un autre commerce. En Europe, c'est interdit. Nous devons prendre les lois radicales pour créer ce marché. Donc, vous voyez, il y a du travail. Votre message passe auprès du gouvernement? Est-ce que vous êtes entendu? Alors, parce que pour être tout à fait précis, vous tapez fort quand même. Pardon, je vous ai interrompu, excusez-moi. Non, vous tapez fort, du coup, est-ce que votre message passe? Non, je ne tape pas fort. J'attaque le mal à la racine. Nous nous servons des outils. Je veux qu'on développe dans les écoles la notion de confiance dans la technologie, méfiance dans les entreprises de la technologie. Il faut savoir ce qu'on fait, puisqu'au fond, nous sommes des victimes totalement consentantes. C'est nous qui fournissons ces milliards de données. Il faut savoir qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que ce que vous dites vous sera un jour retourné pour vous cibler en termes de consommateurs, mais peut-être aussi un jour en termes de citoyens. Le jour où il y a des fous qui arrivent au pouvoir, et on a vu le 6 janvier aux États-Unis, que c'était pas très loin, que c'était possible, que c'est pas un rêve dans mon coin. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Vous imaginez ce que peut faire Erdogan avec ça? Une dernière question peut-être en face de ça. L'argument principal des GAFAM, c'est que les démanteler, créer des structures distinctes en Europe ou augmenter les nombres d'amendes et les volumes des amendes limiterait l'innovation en Europe et que l'Europe en soi prendrait encore des années de retard par rapport au numérique, aux technologies. Est-ce que c'est un argument valable pour vous? C'est une jolie plaisanterie de garçon de bain, ça. Parce que je dirais à ceux qui disent ça, que l'essentiel de leur business a été inventé, non pas à coups de milliards, mais dans des garages, avec des petits bonhommes qui voyaient un avenir de cette technologie, et que par conséquent, la recherche, il suffit de la financer. Quand on sort entre 3 et 7 milliards par trimestre de bénéfices nets, le haut de bilan, comme ce fut le cas pour Amazon, Facebook, Google, etc., entre 3 et 7, vous multipliez par 4, et vous avez entre 30 et 40 milliards de profits par an pour les meilleurs d'entre eux, qui est d'ailleurs une estimation, de mon point de vue, basse, d'après les renseignements économiques dont nous disposons. Eh bien, dans ce cas-là, on a de quoi financer la recherche de tout ça est un mensonge. Merci beaucoup, Jean-Marie Cavada. Merci à vous de m'avoir reçu. Et merci pour le service que vous délivrez, qui est extrêmement pointu. Avec plaisir. Merci à vous. Et merci, Karl, pour la réalisation. Et pour nous, à la semaine prochaine.